Nous avons le plaisir de recevoir Madame Anne Sanson et Monsieur Serge Chamchinov, que je remercie vivement d'être présents parmi nous. Pour commencer les présentations, à ma gauche, Monsieur Serge Chamchinov, artiste plasticien, rédacteur en chef de la revue Ligature, cofondateur du groupe Le Sphinx Blanc et spécialiste reconnu du livre d'artiste. Il y a une quinzaine d'années, il s'est lancé dans l'étude de l'œuvre d'Henri Michaud et c'est ce qui va faire l'objet de cette conférence. Il nous a fait donc la grâce de faire cette conférence, plus une exposition que vous retrouverez dans le hall pendant tout le mois de mai. Ces événements sont co-organisés avec Madame Anna Sanson, qui est, elle, historienne d'art, doctoresse lettres, présidente de l'association du livre d'artistes et contemporains et directrice du musée nomade du livre d'artistes, entre autres compétences. Je vais immédiatement passer la parole à nos invités. Je remercie la bibliothèque de l'Université Paris 8 de m'avoir invité à présenter mon travail artistique sur Henri Michaud. Je tiens beaucoup à cette initiative car c'est ici, à l'Université Paris 8, il y a 10 ans que j'ai soutenu ma thèse de doctorat au département de la littérature sous la direction du professeur Claude Mouchard. Mes recherches sur Michaud ont été commencées beaucoup plus avant, en 1998, toujours axé sur la relation entre la peinture et l'écriture dans son œuvre. Cet intérêt pour les deux modes d'expression s'explique par ma propre pratique artistique, celle du livre d'artiste, livre de création que j'exerce depuis longtemps. Dans les recherches théoriques que j'applique à mes créations artistiques, je développe une conception qu'on peut nommer la lecture graphique. Cette lecture graphique est construite après une analyse synthétique de nombreuses expériences sur la matière et sur le corps du livre, support de la création de l'œuvre d'art. Dans mes réflexions, je m'appuie sur l'idée que le processus de la lecture a ses niveaux différents. Ainsi, selon Roland Barthes, on peut distinguer 4 niveaux. Je cite. Donc, premier niveau, le niveau perceptif. Perception des entités visuelles, problème d'apprentissage, la lecture rapide, de lecture intériorisée, psychologie expérimentale, psychophysiologie de la lecture. Deuxième niveau, c'est le niveau dénotatif. Intellection des messages, linguistique de la communication. Troisième niveau, c'est le niveau associatif, connotatif. Développement des associations symboliques, des sons secondes, des interprétations. Linguistique de la signification, psychanalyse, sémiologie. Et quatrième niveau, le niveau intertextuel. Pression des stéréotypes et ou des textes antérieurs de la culture. Sémanalyse, sociosémiologie, des codes sociaux. Fin de citation. Cette classification est une schématisation qui montre la complexité du processus de lecture dans lequel le travail intellectuel du lecteur se métamorphose perpétuellement en passant par différents niveaux. En rappelant l'essai de Hermann Hesse sur la lecture du livre, on peut dire que le lecteur change du rôle du lecteur naïf vers le lecteur réflectif. À un moment donné, le lecteur cesse de suivre le contenu, le sujet, l'auteur, mais devient ce qui il est lui-même. En paraphrasant Nietzsche, tu dois devenir celui que tu es. Mes réflexions sur le processus de la lecture et sur ces niveaux, en correspondance avec la théorie de Roland Barthes, m'ont amené à la distinction d'un autre niveau, le 5e peut-être, qu'on pourrait désigner par niveau créatif. Je pense en particulier à la lecture productive ou à la lecture initiant l'engendrement d'une nouvelle œuvre qui, à son tour, devient une œuvre indépendante. Cette lecture productive peut conduire vers le changement du registre, du langage partagé, c'est-à-dire langage verbal, musical aussi, vers le langage non partagé, c'est-à-dire le langage des formes et des couleurs, langage qui ne peut pas être structuré.
Le livre est l'objet central de mes recherches et ma propre expérience artistique. Travaillant dans le domaine du livre d'artiste, je considère le livre non seulement comme le support de la lecture, comme la source des connaissances, mais aussi comme la forme et le support de la manifestation de l'art. Pour moi, le livre maintient son sens initial de l'objet spirituel, et c'est le livre d'artiste qui répond le mieux à ce propos. Plongé depuis longtemps dans l'œuvre d'Henri Michaud, j'ai examiné plus particulièrement sa vision sur le livre et son expérience avec le livre. Dans ses œuvres, souvent, Henri Michaud explore des formes de présentation. Il expérimente les rapports entre l'image et le texte et utilise le livre en tant qu'unité spécifique réunissant ce qui est écrit et ce qui est dessiné. Plus du tiers de ses éditions comportent à la fois les dessins et les textes. Chacun de ces livres est unique dans sa présentation et ne comporte aucune répétition, ni construction, ni aucune façon de combinaison texte-image. On peut affirmer que l'esthétique du livre présentait donc pour Michaud une philosophie de l'œuvre d'art et non seulement un livre en tant qu'un document multiplié, reproduit, édité, imprimé. Le livre, la lecture et le lecteur sont des notions qui prennent une place à part dans l'œuvre d'Henri Michaud. Selon lui, le livre revêt plutôt un aspect divin par rapport au monde. Citons le texte, le portrait de A. Dans les livres, il y a quelque chose de divin. Le monde est mystère. Les choses évidentes sont mystères. Mais dans les livres, peut-être y a-t-il une explication, une clé. Fin de citation. Quant à la lecture et au rôle de lecteur, on peut suivre comment la lecture rapide et lente ramène le lecteur à une micro-perception des entités visuelles et quel est le résultat de cette lecture. Je cite Michaud, « Les livres lui ont donné quelques révélations et voici une, les atomes, petit Dieu. » Fin de citation. Nous nous trouvons donc en face d'une expérience faite par les livres eux-mêmes sur le personnage. Devant un livre, peu importe quel texte il observe, le personnage est comme s'il regardait les pages blanches. Et c'est lui-même qui invente, et en lisant sa propre image, une nébuleuse. L'expérience se résume par l'expression caractérisant bien la lecture comme un mouvement infini. Cette lecture qui amène le lecteur non pas à consommer le livre, mais à se libérer et créer à partir du livre, le mettre dans un processus infiniment prolongé. Dans la postface de Plume, Henri Michaud s'adresse au lecteur. Il l'invite à devenir co-auteur. Je cite, « Lecteur, tu tiens donc ici, comme il arrive souvent, un livre que n'a pas fait l'auteur, quoiqu'un monde y ait participé, et qu'importe signes, symboles, élan, chute, départ, rapport, discordance, tout y est pour rebondir, pour chercher, pour plus loin, pour autre chose. Entre eux, sans s'y fixer, l'auteur poussa sa vie. Tu pourrais essayer peut-être toi aussi. » Fin de citation. Dans ce passage, Michaud propose à son futur lecteur, qui est inconnu, de participer dans son livre, non seulement comme récepteur passif, mais comme un créateur qui reprendra son arsenal d'outils et continuera l'expérience en donnant une nouvelle vie à Plume. Il s'agit d'une nouvelle nébuleuse, d'une page blanche sur laquelle marchera ce personnage errant qui a été ressenti comme tel par Henri Michaud. Dans ma lecture graphique de Plume, je prends cette direction de la création. Je montre mon rêve en construisant des pages tableaux à partir de textes. Je fais une translation de la matière textuelle
dans une matière plastique composée par des unités scripturo-typographiques. Par ailleurs, dans mes dessins, j'ai créé un nouveau personnage, sa nouvelle projection, qui ne peut en aucun cas être considérée comme illustration. Pour éclairer cette dernière pensée de la création d'une nouvelle œuvre sur la base d'une œuvre déjà existante, il faut parler de la méthode lire la peinture, pratiquée par Henri Michaux lui-même. La formule « la peinture, c'est ici où il faut commencer à lire », proposée par Michaux dans la préface de son livre « Lecture de 8 lithographies de Zhao Wuqi », peut être considérée comme une manifestation de sa propre méthode ou une certaine pratique d'écriture à partir de la peinture. Dans plusieurs de ces livres, on peut trouver l'utilisation de cette méthode. Or, il faut préciser que, pour Michaux, cette méthode n'est pas un système, mais c'est plutôt une pratique, surtout une pratique de création d'une œuvre, sa propre œuvre, en texte poétique, à partir de l'œuvre existante, à partir de l'œuvre picturale. Parfois, Michaux effectue l'auto-lecture ou lecture du soi. Souvent, il présente les légendes textuelles en parallèle des images, soit il montre ses sentiers de création, comme dans le livre Émergence-Résurgence, soit il donne certaines significations de dessin, comme dans le livre Paix dans les brisements. Le textuel peut avoir une forme de commentaire dans le texte dessin commenté, ou une forme d'élément du jeu avec le visuel, comme dans le livre Peinture et dessin. Pour certains de ces livres où le visuel et le textuel se présentent en parallèle, le mot « illustration » n'est pas le terme approprié, car étant auteur des textes et des images, Michaux crée des rapports très complexes entre eux, où souvent c'est plutôt les textuels qui suivent l'image. Quelquefois, pour créer ces textes, Michaux mène la lecture de la peinture de l'autrui. Il s'agit des dessins d'aliénés, des dessins des enfants, de la peinture des peintres comme Paul Klee, Joseph Sima, Salvador Dali, Zhao Wuqi, Pablo Picasso, Roberto Matta. Il opère l'image picturale qui n'est pas la sienne, mais qui peut devenir la sienne grâce aux mots. Passons à un exemple. En 1964, chez Mercure de France, ont été publiés les textes de Michaux sous le titre « En rêvant à partir de peintures énigmatiques », des textes inspirés par la peinture de René Magritte. Ces textes n'ont été jamais accompagnés des reproductions des tableaux de Magritte. Le lecteur de ce recueil avait dû imaginer les tableaux pas seulement vus, mais aussi lus par Michaux. Les textes de ce recueil, En rêvant à partir de peintures énigmatiques, représentent des fragments poétiques emplis d'allusions. Parfois, celles-ci renvoient vers un personnage pictural de Magritte qui s'appelle Icare. Mais pour Michaux lui-même, ces textes n'ont été ni explication ni description des tableaux de Magritte. Pour Michaux, il s'agit d'une œuvre poétique tout à fait indépendante, même si elle a été engendrée par le regard sur la peinture de Magritte. Je cite, « Les tableaux de R.M., qui ont servi ici en quelque sorte de support de méditation, généralement donnent à rêver et donnent de l'embarras. Le déroutant tableau est une mise en route qui s'arrête net. Que faire? Comment continuer? Participer? J'ai essayé. Je voulais surtout apprendre où ils me meneraient, ces tableaux, comment ils me porteraient. » C'est exactement cette idée de la création à partir d'une œuvre d'autrui qui m'intéressait dans mes recherches et dans mon propre travail plastique pour la réalisation d'un livre d'artiste que j'ai intitulé « La lune d'Icare » qui se présente à l'exposition.
Donc, si on renverse les composants dans le cas de « en rêvant à partir de peintures énigmatiques », on peut obtenir une autre formule, « en rêvant à partir de textes énigmatiques ». Cela a été mis au fond de mon travail pour le livre mentionné, La Lune d'Icare, par lequel j'ai effectué le processus de lecture graphique des textes de Michaud, en imaginant et en faisant mes propres peintures. Il faut préciser qu'il ne s'agit pas de reconstruction des images de Magritte, ni d'imitation de son style pictural ou du style de Michaud. Pourtant, on y trouve le visuel et le verbal qui se trouvent en corrélation. La particularité de cette corrélation renvoie vers les idées de Magritte. C'est-à-dire, en novembre 1938, dans une conférence prononcée à Anvers, René Magritte parle d'une pratique d'introduire des mots à l'intérieur des images dessinées sous le principe de la fausse dénomination d'un objet. Il déclare qu'il a choisi des titres pour ces images, je cite, « de telle façon qu'il empêche de situer ces tableaux dans une région rassurante que le déroulement automatique de la pensée lui trouverait afin de ne pas avoir à s'inquiéter. » Fin de citation. Ce procédé est devenu emblématique pour la désignation de l'association du visuel et du textuel participant ensemble dans le même espace qui insiste sur un effet bouleversant. Dans mon livre, qui s'appelle La Lune d'Icare, j'applique ce procédé magrittien. Ainsi, j'incruste mes images qui sont apparues pendant la lecture des textes de Michaud, de mots scriptés pour titrer mes images et leurs éléments. Cette démarche me conduit à faire se rencontrer les mots et les dessins sur le même support, qui est le support de la page et du livre. J'expérimente aussi la multidimensionnalité du livre en tant qu'objet plastique présenté dans l'espace. Donc le livre La Lune d'Icare est un livre en leporello qui s'ouvre verticalement sur 7 mètres. Par sa construction et par son installation, je matérialise l'idée de l'aspiration vers l'infini comme si c'était le livre même et non seulement son sujet, Icare, qui s'élance vers le haut dans un envol de la pensée créative. Par la suite, ce livre peint a donné lieu à son tour à une autre œuvre que j'ai fait dans la collection Laboratoire du livre d'artiste. Il s'agit d'un livre d'artiste tiré à 12 exemplaires au format carré qui articule à sa façon les rencontres entre les mots et les figures. Ici, les mots sont retirés des images et imprimés sur un autre support. Grâce à la superposition des feuilles transparentes avec des images, nous voyons comment, avec le tournement de page, change le fonctionnement du verbal par rapport au visuel. Alors, je construis une chaîne de passages multiples de la perception vers la création, d'une œuvre initiale vers une œuvre engendrée. Ce travail met en évidence que la double vision sur les va-et-vient des formes verbales et des formes picturales exige une orientation vers l'œuvre comme processus permanent qui se refait avec chaque nouvelle perception et a le potentiel d'engendrer une nouvelle œuvre devenant à son tour pleinement indépendante. La conception de la lecture graphique est pleinement exposée dans mon travail consacré au personnage de M. Plume. À l'exposition sont présentées les différentes œuvres résultant de ce travail, séries de dessins, livres d'artistes et installations murales. Le personnage Plume d'Henri Michaud m'a fasciné depuis très longtemps. Ainsi, à la fin des années 90, j'ai fait plusieurs séries d'encre de Chine que j'ai nommées « Danse de M. Plume » et aussi les lavis libres intitulés « Âme sauvage ». Quelques années plus tard, j'ai fait les livres peints sans texte. Les livres s'appellent « Parlez pas de danse »
les âmes sauvages et figures synthétiques. Dans ma thèse universitaire, j'évoque ce travail artistique et fais reproduire en dessin. C'est-à-dire que l'interprétation graphique du sujet plume m'accompagnait lors de mes années de recherche universitaire et postdoctorale aussi. Récemment, j'ai ressenti la nécessité de structurer mon travail artistique sur plume et de montrer le cheminement des recherches scientifiques et artistiques mises en forme du livre d'artiste. C'est ainsi que la trilogie sur plume est née. Dans la collection Fête des Fous ont été préparés 3 volumes. Le premier a pour titre Plume ad Patres. Il est suivi par un portfolio de 64 schémas graphiques originaux, intitulé 64 figures surgies de l'ombre, et troisième livre, Plomb ad Patres. Cette trilogie existe en 4 variantes uniques et ne représente pas l'édition. Elle montre le fonctionnement de la méthode de visualisation du textuel, la méthode que j'ai nommée la typographie analytique. Par méthode de typographie analytique, je comprends l'accumulation et la coordination des différents types de mise en page. Cette méthode se réfère d'une part à la typographie visuelle, qui consiste en l'utilisation d'un langage visuel créé à partir de lettres et des mots, ce qu'on appelle parfois zaoum typographique. D'autre part, elle développe les principes de la typographie expressive, dont l'essentiel consiste en l'interprétation visuelle souvent intuitive, émotionnelle et allusive menée par des procédés individuels. En même temps, la typographie analytique a l'intention propre, grâce à ces différents outils, de pénétrer dans les sphères de la structure du verbal, dans le style littéraire, dans les constructions linguistiques, dans la poétique et même dans les mécanismes internes de l'apparence graphique des langues. Pour faire la démonstration des principes de cette méthode, on peut prendre comme exemple le 3e volume de la trilogie Plume ad Patres que j'ai fait en collaboration avec la poétesse et artiste Anne Arc, ici présente. Bonjour, je m'appelle Anna Sanson. Mon nom d'artiste et mon nom de plume est Anne Arc. Et je suis ravie de pouvoir vous présenter aujourd'hui le livre Plomb ad Patres, Fantasmagorie parodique. Le projet de ce livre date de quelques années. Serge Chamchinov, avec qui je travaille depuis très longtemps, m'a sollicité pour écrire une libre continuation de l'histoire de Plume, en hommage à Henri Michaud. C'est ainsi que M. Plume a obtenu une nouvelle vie sous le nom de M. Plomb, et que ces nouvelles aventures, entendues de l'au-delà, ont rempli les pages d'un livre d'artiste. Ce livre d'artiste a une apparence inhabituelle. Chaque page du texte a sa propre structure visuelle, selon la méthode de la typographie analytique, élaborée par Serge Chamchinov. La typographie analytique se révèle au moins dans 2 registres de travail avec le texte. La mise en scène de la micropoétique du texte, ainsi que la création des structures visuelles à partir des segments graphiques du texte. Le textuel est expérimenté en tant que tissu composé par des unités graphiques, lettres, signes, mots, phrases, blocs de texte sur un support page. La page est considérée comme un écran, soit un tableau où ce tissu apparaît. Un tel tableau comporte donc des centres visuels accentués par des lettres et des mots, ainsi que des structures visuelles composées par des vers-lignes et des blocs de texte. Par ailleurs, chaque page tableau est construite en tant que terrain des interactions du blanc et du noir, prenant en compte des marges et des intervalles, interactions qui permettent de créer des tensions entre les différents éléments graphiques.
La typographie analytique suppose aussi un travail d'abstraction par rapport au textuel. Celui-là peut être considéré comme une matière plastique à proprement parler. Strophe comme ligne, mot comme trait, lettre comme point. Cela permet de se libérer des règles habituelles de la typographie traditionnelle. Par conséquent, l'artiste observe le textuel afin de créer de nouvelles compositions graphiques. Dans ce sens, le concept de la typographie analytique s'approche de ce que Roland Barthes a nommé la sémiographie particulière de l'écriture, où chaque graphème est singulier dans son apparence individualisée. Le volume Fantasmagorie parodique contient 12 dessins qui reflètent et transforment les structures visuelles typographiques. Le passage du monde texte au monde image est un des principes fondamentaux de cette expérience. Chacun de ces dessins représente un schéma comportant les éléments suivants: les blocs, les intervalles, les signes de ponctuation, les lettres marqueurs. Ouvrons ici une parenthèse. Il faut remarquer que l'utilisation des blocs comme moyen de construction spécifique de la mise en page, historiquement, prend sa source dans les manuscrits médiévaux où les bouts de ligne sont un élément décoratif. Ils comblent les parties vides du texte et parfois des lignes entières sur la hauteur du corps de lettres. Nous trouvons aussi l'utilisation de cette forme de bloc dans l'art typographique. Ainsi, le manuel de la typographie française de 1826 évoque les blocs en tant que force de corps ou tige du type. L'autre facette d'utilisation des blocs est très éloignée des objectifs esthétiques. Les blocs ratures sont une technique de travail des écrivains dans leurs manuscrits et leurs épreuves. Ces blocs se substituent aux segments du texte supprimés ou censurés. Un exemple plutôt exceptionnel en est Arnaud Schmitt dans Zettelstraum de 1970, où les suppressions faites par pâté d'encre noire, en même temps que les autres marques visibles de la réécriture, deviennent les composants de l'œuvre éditée, engendrant des forts effets visuels. En parlant d'esthétique de la page ponctuée de blocs noirs, on peut penser à Man Ray, qui en 1924 a choisi cette forme graphique pour la création d'une nouvelle présentation de la poésie, une image des rythmes de l'écriture sans l'écriture elle-même. En ce qui concerne les blocs substitutifs, ils ont souvent été utilisés dans un but plastique. Voilà l'exemple du poème Palindrome de Vladimir Khlebnikov, un poème qui obtient son double graphique grâce à la présentation faite par l'artiste Ermilov en 1965. La transformation du textuel a été souvent appliquée aux interprétations d'un coup de dé jamais ne balayera le hasard de Stéphane Mallarmé. Ernest Frenkel, dans l'édition transconscient de Stéphane Mallarmé à propos de la typographie d'un coup de dé, a transposé le poème Mallarmé en structure et a composé des figures en les combinant avec les traits. L'artiste italien Mario Diacono, dans son livre Ametricana Bolera, paru à San Francisco, Futura Press 1968, a mené son expérience avec le même texte de Mallarmé en remplaçant le textuel par le rouge et le noir. En 1969, Marcel Brotter reprend le poème de Mallarmé en retraçant sa mise en page. Un chemin tout à fait autre a été pris par Henri Michaud dans sa propre pratique du croisement de l'écriture et de la forme plastique. Dans le numéro 4 de la revue critique du livre d'artiste Ligature, consacré à la thématique
Henri Michaud et le livre, Serge Semchenov aborde cette problématique. Il souligne que dans le livre d'Henri Michaud, Connaissance par les gouffres, de 1961, les blocs noirs ne remplacent pas le texte du poème de Michaud, mais le prolongent dans un autre registre. En corrélation avec les structures textuelles, les blocs composent sur la page une figure graphique. Ainsi, les blocs complètent et reflètent les formes et les sens perceptibles de la poésie. Et s'associe aussi à la visualisation de la progression de la sonorité et à celle des rythmes répétitifs. Dans l'œuvre de Serge Semchenov, la concentration de la matière picturale dans la forme du bloc est un des moyens d'expression artistique qu'il expérimente. Le codage par bloc dévoile l'architecture de la mise en page du texte en reconstituant ses nœuds graphiques. Or, il ne s'agit pas de formaliser ce processus. Le remplacement n'est pas mécanique. Les blocs sont choisis par l'artiste en tant qu'outil. La substitution est son moyen d'action, mais la configuration finale échappe aux règles de structuration imposées par le prototype et déborde du cadre d'un simple schématisme, car l'artiste crée chaque composition grâce à son intuition. C'est pourquoi le résultat visualisable de cette expérience marque le phénomène d'engendrement d'une œuvre graphique originale issue d'un protocole scientifique. Ainsi, la double conceptualité de ce livre est fondée sur un principe combinatoire. Partant d'un registre programmé et quasi mécanique, on est transporté dans un registre créatif et intuitif. L'intervention de couleurs, des espaces entre les segments de blocs et finalement du geste manuel transmet un message purement artistique. Il ne faut pas oublier la présence directe de la main de l'artiste qui, dans chaque dessin schéma, ajoute la matière picturale du pastel gras blanc en rehaussant ses compositions. Ce geste artistique met en relief le dessin schéma et le transforme intégralement en œuvre autographique originale. Ainsi, chaque dessin traverse les différents stades de sa formation. En passant par l'abstraction de la lettre, l'œuvre ne cesse pas de se renouveler lorsque les matières scripturo-typographiées deviennent purement picturales. Maintenant, je voudrais bien vous lire quelques extraits de mon texte Plombat Patres. J'ai choisi d'insérer comme épigraphe une sentence dans Marie Christin. L'ironie ne se confond pas avec l'oubli. Elle n'est qu'une liberté de souvenir. Plombat Patres, premier chapitre. Rendez-vous chez les 12 ou le club des professeurs. Un jeu des mots, peut-être des pêcheurs, peut-être des saints, les joueurs de cartes ou les cartes à jouer elles-mêmes se réunirent à la table ronde au feutre vert. Un jour de Pâques ou à la Pentecôte, probablement à l'année 46. Comme une brise soudaine éparpillait les cartes, les participants au jeu entreprirent courageusement de les rattraper au vol. Mais il semble que quelques-unes allèrent directement au ciel par la fenêtre entr'ouverte de la petite cabane de chasse sur la colline. Il n'en resta que la moitié. Le premier joueur prononça clairement ce qui était écrit sur sa carte, au parvis. Le deuxième joueur, de qui s'agit-il? Le premier joueur, certainement de Monsieur Plumbom, que nous attendons tous. Il erre toujours, il n'est jamais à l'heure.
On invente à son propos des histoires tout à fait parodiques. Pour bien distinguer ce qui a été raconté sur lui par son propre père de ce que nous allons dire maintenant, je propose de lui trouver un surnom. Comment pourrions-nous le baptiser afin d'éviter toute confusion? Le troisième joueur. Pourquoi pas encre? Tout simplement. La plume et l'encre se marient bien et le jeu de genre reste respecté. Le quatrième joueur. Mais cela a une résonance stridente. C'est comme le grincement de la plume. Je ne pourrai jamais m'habituer à ce mot. Je préfère qu'on le nomme monsieur, professeur ou docteur. Je vous explique pourquoi. On peut l'appeler docteur car il est étranger. Professeur, pour faire allusion à son ancêtre lointain, le professeur Fézère. Et monsieur, car pour nous, il est un homme comme un autre. Le cinquième joueur, ah. Le sixième joueur, moi, personnellement, je n'ai rien contre, juste un petit ajout. Ce serait intelligent de faire une allusion subtile à son vrai nom, sachant que plumbum est la nomination latine d'un élément lourd, mais de couleur blanche, aux nuances bleutées, comme une plume d'un oiseau céleste. On pourrait bien jouer avec, dans la direction d'un oxymoron. Plume de plomb ou plomb de plume. Comme ça, j'ai l'impression de sculpter son portrait à partir des rayons de la lumière. Le septième joueur, disons plomb, pour retomber dans nos hautes sphères théocentriques sur la terre vaine. Une traduction correcte, n'est-ce pas? Comme cela, notre héros restera en bon état physique et moral. Le huitième joueur. Et on garde la multitude des sens. Mine de plomb, plomb mobile, ce qui évoque ses origines bien obscures. Le neuvième joueur. Soyons vigilants. Côtoyer le plomb amène d'une manière inévitable à la folie. Le dixième joueur. Il me semble fort important de dire que les personnages et les situations de ces récits étant purement fictifs, toute ressemblance avec des personnes et des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite. Les 11e et 12e joueurs hochèrent la tête en signe d'approbation. Deuxième chapitre. Monsieur Plomb au parvis. Monsieur Plomb se retrouva à l'église. Il invoqua Saint Matthieu. Et Saint Matthieu lui répondit, « Va et cherche la rue de la Liberté, numéro 2. » Quelle rue? La Liberté? Le pria de répéter Monsieur Plomb. De la Liberté. Saint Matthieu épela lentement, lettre par lettre. Liberté. Monsieur Plomb, perplexe, essaya de répéter avec incertitude. Liberté? Conscient de désarroi de Monsieur Plomb, Saint Matthieu prit la plume et écrivit à l'encre noire sur une manche de son habit blanc. Peut-être que tu ne connais pas ce mot, tu vas l'apprendre. À ce moment, la bougie s'éteignit. Après 3 jours de route cahoteuse, tout au long de laquelle tous ses viscères et même sa tête furent secoués à la limite de la commotion cérébrale, Monsieur Plomb parvint à la métropole. Dans un état d'asthénie prononcée, il avait la sensation de voir la langue engourdie et dut se forcer pour interpeller en passant. « Cette rue s'appelle-t-elle la Liberté ?» Sans s'arrêter, le passant fit un signe de tête négatif.
Monsieur Plon reprit une goulée d'air et petit à petit se remit de ses secousses. Pour échapper à ce supplice, il se proposa un trajet, un passe de grenier, parvis marbré. La zone du parvis était composée de 26 secteurs lettrés, dont chacun comptait 10 cellules habitées par 2 à 5 personnes. Cette habitation temporaire avait été conçue comme un meublé sans prestige pour ceux qui attendaient d'être connus. Tout en marchant dans la direction donnée, M. Plon construisait une chaîne de mots, marmonnant. Connu, inconnu, reconnu, très connu, mal connu, méconnu, déconnu, préconnu, post-connu, frais connu, bien connu, tôt connu, tard connu, star connu, trop connu, rien connu, faux connu, prix connu, quand même nu. À ce moment-là, il se cogna à une clôture. Main, regard affamé de la zone le percèrent. Monsieur Plon se dépêcha de prendre sa place dans une cellule de 9 mètres carrés. Cependant, quelqu'un y avait déjà entreposé ses affaires et occupé tout l'espace. « Tiens, se dit Monsieur Plon, combien de paires de fesses au milieu du passage pour bien effrayer tout le monde. » Il se força à les compter, mais leur nombre ne put être défini, car ils dansaient comme les papillons géants sur des tabourets vermoulus. De ce mouvement brownien, M. Plon ressentit un vertige. Il avait l'impression que sa tête gonflait comme une grosse bulle. Il craignait qu'il ne finît pas pour se détacher de son confin. Pour ne pas devenir la nouvelle victime de ce massacre atroce, M. Plon attacha ses cheveux au col de sa veste et dit « Maintenant, il ne peut plus s'envoler. Mais par mesure de sécurité, il vaut mieux se taire. » À côté se trouvait une cabane de demoiselles au visage fripé. Tout en se balançant, ricanantes, elles semaient les monnaies de leur pension dans ce vent sec qu'il n'existe qu'en Afrique de l'Ouest. Leurs rêves étaient multiples. Elles songeaient à devenir des vedettes, à gagner des concours prestigieux, à obtenir de grands prix. Ces vieilles avaient l'air misérable, abominable, presque détestable. Pourtant, le miracle se produisit. Un grand connaisseur de la beauté vint visiter leur coin. Cela devint amusant, car il s'assit discrètement sur un banc, l'air habitué à cette petite misère. Les demoiselles exaltées chantaient en chœur. « Vous êtes riches, achetez-nous, achetez-nous, alléluia !» Monsieur Plon était en pleine déception. J'ai l'impression que je n'apprendrai jamais le sens de la liberté. Merci. En plus, ça donne aussi du rythme musical. C'est pour ça que vous voyez sur le lit, là, ça s'appelle le transmental. Donc c'est tout le texte qui est transmis en forme de texte et en forme de rythme spécifique. Là, on peut voir avec les éléments, mais ici, c'est tout le clavier, tous les 64 pages. Il y a une particularité, je veux dire, qui s'ouvre verticalement. C'était pensé comme une édition, parce que je n'ai jamais réussi à faire une édition.